À 10 ans, elle a entrepris une grève de la faim pour s'opposer à la structuration patriarcale de sa famille. À 21 ans, elle est devenue avocate et à partir de là, cette franco-tunisienne n'a pas cessé d'utiliser le droit pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Droits des femmes, bien sûr, liberté fondamentale de manière générale, des atrocités commises par l'atrocité française pendant la guerre d'Algérie à travers la défense de Djamila Boupacha, jusqu'à la dépénalisation de l'avortement avec le procès de Bobigny et la création de l'association Choisir la cause des femmes qui continue d'exister, la criminalisation du viol avec le procès d'Aix-en-Provence, la parité en politique. Le titre de cette table ronde est bien trouvé. Un grand merci Gisèle Halimi pour toutes les voies que vous nous avez ouvertes. Alors l'une de nos invitées n'a pas pu être là aujourd'hui et elle s'en excusait très profondément. C'est celle qui préside aujourd'hui l'association qui a été donc fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 1971, qui s'appelle Choisir la cause des femmes et qui continue de perpétuer son combat. Elle l'a également fréquenté assidûment pendant une vingtaine d'années et aujourd'hui elle ne pouvait pas être là mais elle a voulu absolument faire une vidéo. On l'écoute tout de suite. Merci d'applaudir Violaine Lucas. Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Je suis désolée de ne pas être présente avec vous aujourd'hui, mais je suis très heureuse par cette vidéo de contribuer à cette table ronde pour dire cet immense merci à Gisèle Halimi avec vous pour tout ce que nous lui devons, qui est immense et qui probablement de mon côté se résume au mot engagement. Alors la première fois que j'ai rencontré Gisèle Halimi, c'était de façon peut-être pas prémonitoire, mais en tout cas anticipée. La première fois, c'était dans les années 80, j'avais une dizaine d'années, et je passe devant la télévision, ma mère regardait 1 minute pour les femmes, qui était une émission nouvellement lancée d'informations sur les droits des femmes, et là je vois l'image de Gisèle Halimi sortant du tribunal de Bobigny avec Marie-Claire Chevalier, et cette image me marque. On y voit Marie-Claire Chevalier qui se cache le visage un peu honteuse, je ne sais pas pour quelle raison et on ne m'apporte aucune explication, et je vois le visage au contraire de Gisèle, sa robe d'avocate, sa détermination et sa volonté de protéger, de défendre visiblement cette jeune femme. Je ne sais rien, mais je sais que l'image me marque parce que je vois dans cette photo l'idée d'une sororité ou l'idée d'un combat partagé, de quelque chose dans lequel les femmes ne sont pas seules. En tout cas, ces deux femmes sont ensemble et elles forment un double visage des femmes qui est à la fois celui qui pleure peut-être et puis celui qui va de l'avant, vraiment. Donc je garde cette première impression très forte de Gisèle Halimi quand en 2003, une amie qui m'a beaucoup parlé du combat anticolonial de Gisèle me suggère d'inviter Gisèle Halimi avec mes élèves de première sciences médico-sociales, notamment parce qu'une de mes élèves veut travailler sur les luttes en faveur de l'IVG en France. Elle-même vient d'ex-Yougoslavie, d'où ses parents ont fui pour fuir la guerre, et elle est très marquée par la question de l'IVG, probablement liée aux viols de purification ethnique qui se sont tenus pendant cette guerre en ex-Yougoslavie. Donc c'est un peu avec cette idée de faire se rencontrer des jeunes femmes qui veulent militer et cette femme au profil historique si important par aussi la multiplicité de ses causes que je vais organiser cette rencontre. Et donc je vais aller chercher Gisèle Halimi à son hôtel et quand elle monte dans ma voiture, quand je vais la chercher, quand elle monte dans ma voiture, je suis ébahie par l'énergie de cette femme qui a presque 80 ans et qui monte dans ma voiture en jetant sa valise et qui me demande « Alors, qui êtes-vous » et qui avons-nous rencontré. Et je trouve qu'il y a dans son espèce de joie, de détermination, quelque chose dont je me dis « Ok, ça c'est super, je me sens à l'aise et j'ai envie de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin, comme disait Louis Aragon. » Ce qui m'a donc marqué, oui, c'est son énergie, son sens de l'engagement. Et aujourd'hui, à l'intérieur de Choisir la cause des femmes, on essaye de rester fidèle à cette énergie. On le fait dans l'esprit de ce qui a permis de créer Choisir en 1971, à savoir l'idée qu'il faut créer des grands débats dans la société française, quitte à être d'ailleurs radicale et percutante, comme le manifeste des 343 a incité à le faire, créer des grands débats pour faire changer la loi, pour abroger des lois qui ne sont pas bonnes,
ou pour proposer de nouvelles lois ou de nouveaux aménagements éventuels, ou en tout cas des choses radicalement nouvelles, pour faire progresser les droits des femmes et leur émancipation. En 72, c'est le procès de Bobigny donc, qui permet ce travail déjà sur la loi. En 78, le procès d'Aix va permettre la criminalisation du viol. En 1981, Gisèle est rapportrice du rapport sur la dépénalisation de l'homosexualité. Et dans les années 2000, avec Choisir toujours, elle milite pour la parité en politique et c'est ce que nous avons porté. Et ce qu'on fait à partir de 2005, quand il y a ce rejet du traité instituant une constitution pour l'Europe, c'est de travailler sur une amélioration des droits des femmes dans l'Union européenne par des propositions législatives, ce que Gisèle a appelé la clause de l'européenne la plus favorisée, qui consiste donc à prendre les lois les plus avancées qui marchent effectivement dans un pays de l'Union européenne, dans tous les domaines de la vie des femmes, pour en faire un ensemble législatif qui s'impose à tous les pays de l'Union européenne en faveur des droits des femmes européennes, mais aussi de celles qui migrent dans l'Union européenne. Donc ce travail-là, on l'a fait en 2008, on avait fait un colloque en 2009 avec la présidence française de l'Union européenne. Des partis politiques ont inscrit ça dans leur programme pour les élections européennes, et puis parfois ils ont un peu oublié de le mettre en œuvre, même souvent, et ce qui fait que là, nous sommes repartis avec notre livre, et après un tour européen que nous avons mené à partir de juillet 2022, où on est allé à la rencontre des associations féministes, eh bien on essaye de porter le meilleur de l'Europe pour les femmes, c'est le titre de la nouvelle version actualisée de notre livre. Nous essayons de le porter à l'intérieur de la campagne pour l'élection européenne. Donc voilà, je pense que les combats de Gisèle et ce dont elle nous a convaincus, à savoir qu'il fallait qu'on puisse parler de tous les thèmes liés à la défense des droits des femmes dans une approche intersectionnelle, tous ces combats-là, eh ben, on essaye de continuer, de les poursuivre aujourd'hui. Ce que nous a montré notre tour européen, c'est que, en fait, on a l'impression que les droits des femmes sont une variable d'ajustement politique. Les forces progressistes se proclament féministes, mais ne mettent pas tout le temps en œuvre les moyens de leur réussite dans ce domaine-là. Et puis, quand un régime d'extrême droite arrive au pouvoir, là, on voit bien tous les reculs. Et là, c'était dramatique, tragique, même ce qu'on a entendu en Hongrie, en Pologne notamment, où là, les combats, on voit que ces droits-là, pour les droits sexuels et reproductifs, sont vraiment menacés dans beaucoup et dans de nombreux pays de l'Union européenne où l'extrême droite arrive au pouvoir. Ça, c'est le principal apprentissage, ou la principale leçon de notre tour européen. Alors, c'est rien de nouveau en même temps, mais ce qu'on a vu, c'est que ça prenait des proportions considérables et qu'il fallait vraiment militer activement, traduire politiquement notre militantisme si on veut vraiment réussir à enrayer la logique très néfaste et très négative qui semble à l'œuvre. Donc, je ne vais pas finir non plus sur cette note triste. On a vu aussi des grosses victoires. On a vu comment, en Espagne, on a vraiment une avant-garde féministe à l'œuvre, où là, on voit que tout passe par précisément des transformations législatives, avec un féminisme qui est vraiment très largement répandu et défendu dans la société, avec des mobilisations citoyennes absolument exceptionnelles, qui donnent de l'espoir, parce que partout où il y a eu des victoires, on sait que c'est des mobilisations citoyennes, avec un activisme de militantes qui peuvent s'appuyer aussi sur des universitaires, sur des syndicats, sur des partis politiques qui font ce qu'ils disent réellement, et on voit que dans ces cas-là, ça marche. Donc en fait, un immense merci à Gisèle Halimi, un immense merci à vous, à nous, à toutes les militantes pour qu'on continue ensemble ces combats, nos combats, ils sont justes et ils sont dignes. Et puis je vous souhaite de finir en apothéose cette journée de combat et d'anniversaire. Et j'espère vous rencontrer très bientôt pour un café féministe à La Roche-sur-Yon ou ailleurs. À bientôt. Effectivement, on va finir en apothéose, pas de pression. Merci beaucoup d'applaudir deux personnes qui n'ont pas rencontré Gisèle Halimi, mais qui pour autant font vivre son héritage, chacune à sa manière. Carole Morel, qui est autrice de la BD sur le procès de Bobigny, qui s'appelle Bobigny 1972, qui se trouve juste ici, et l'avocate militante, chroniqueuse et autrice Gélène de Philippi-Abat.
les deux. Alors, pour ce qui est du cadre, si ça vous va, on va se laisser jusqu'à 17h15. Et puis comme ça, on pourra clôturer avec certes du retard, mais j'espère pour toutes et tous ici un retard soutenable. Carole Morel, je voudrais commencer par vous. Ou Violaine, gardez le micro, pas de problème, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Oui, bien sûr, non mais c'est pour ça, 17h15. Donc pour le train de 18h, c'est parfait. Ok, ça va. Excusez-nous, petit calage, voilà. Et merci Diane pour ta patience aussi. C'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire chacune comment vous avez rencontré Gisèle Halimi, comment elle est entrée dans votre vie? Alors moi, du coup, Carole Morel. oui, écoutez, moi c'est assez récent. Alors je la connaissais un petit peu avant de travailler sur mon album, le procès Bobigny. Je connaissais la personnalité médiatique surtout, pour l'avoir vue de temps en temps sur des plateaux télé, mais pas forcément sur ces sujets-là, sur l'avortement, l'IVG ou quoi. C'était peut-être sur autre chose. Je me souviens l'avoir vue sur un plateau de Laurent Ruquier, je crois, notamment. Et puis ouais, j'ai été piquée de curiosité et je suis allée me renseigner un petit peu. Je suis tombée sur des vidéos de l'INA, des archives, et j'ai découvert vraiment cette femme que j'ai trouvée extrêmement inspirante. Violaine parlait d'une énergie communicative tout à l'heure, et c'est ce qui m'a frappée moi en premier. Donc après, voilà, je n'étais pas censée savoir à l'époque que j'allais travailler plus tard sur ce projet-là, mais... Et alors comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à travailler sur ce projet-là, Bobigny 1972, qui donc rappelle, relate, deux procès en un, oui, tout à fait, ouais. C'est-à-dire le procès de Bobigny. On n'a pas été très protocolaire sur ce coup-là. En fait, c'est la scénariste, Marie Bardiot-Vaillante, qui s'est rapprochée de moi. Elle connaissait un petit peu mon travail. Moi, je connaissais un peu le sien en tant que scénariste BD, un peu moins en tant qu'historienne. Il se trouve que c'est une historienne qui est passionnée par l'histoire de la justice, en fait, à la base. Elle a beaucoup travaillé sur l'abolition de la peine de mort. Elle a fait une thèse là-dessus soutenue par Robert Badinter, et puis elle a fait une BD aussi là-dessus. Et forcément, quelqu'un qui se passionne sur l'histoire de la justice s'est amené à un moment donné à travailler sur le procès Bobigny. C'est un incontournable en fait, quoi. Surtout pour quelqu'un comme elle qui est militante et activiste aussi à ses heures. Donc voilà, elle s'était rapprochée de moi. À l'époque, j'étais déjà prise sur un autre album. Vous savez, la BD, ça prend du temps quand on est au dessin. Donc il s'est passé 2 ans entre le moment où elle est venue me voir et où je me suis mise à travailler dessus en fait. J'ai commencé. Et vous allez nous dire tout ce que cela vous a appris. Violaine de Philippi-Abat, on voit quelques-unes des planches que vous nous avez gentiment envoyées pour qu'on puisse les projeter. Violaine de Philippi-Abat, comment est-ce que Gisèle Halimi est-elle entrée dans votre vie, vous, l'avocate? Alors, je dirais vraiment pendant mes études de droit, même si j'avais déjà entendu son nom avant, puisque la profession d'avocate, c'est quelque chose vers lequel je me suis dirigée, je dirais, au lycée. D'ailleurs, la première chose qu'on m'avait dit, c'était... ma prof principale à l'époque m'avait dit « Oui, mais quand même, tu es timide. Est-ce que tu penses que c'est bien ?» Et puis la conseillère d'orientation m'avait dit « Ce serait plutôt dans les bureaux que je te verrais bien, comme tu parles pas trop. Pourquoi tu fais pas Sciences Po ?» Donc en fait, on m'avait plutôt dit que c'était pas fait pour moi. C'est vrai que je parlais pas beaucoup, comme ma fille d'ailleurs, à qui on dit souvent qu'elle parle pas beaucoup, mais parfois je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on parle pas. Ça peut être autre chose que de la timidité d'ailleurs. Voilà, le système scolaire est assez, je dirais, fait pour la masse, pas forcément pour les gens qui sortent un peu du cadre d'une façon ou d'une autre. Bref, tout ça pour dire, Gisèle Halimi, du coup, j'avais entendu son nom adolescente, sans trop savoir ses travaux. Et puis au cours de mes études de droit, je m'y suis de plus en plus intéressée. Et j'aimais bien la phrase qui était inscrite sur une de tes planches où elle disait finalement une femme doit faire ce qu'elle veut, et c'est ça vraiment chez Gisèle qui m'a plu, avec un gros virage quand j'ai eu l'examen d'entrée à l'école du barreau. Donc là on est en 2011, donc j'ai 22 ans.
Et à partir de là, je m'y suis vraiment encore plus intéressée, donc j'ai vraiment commencé à lire la plupart de ses livres. Je me souviens même avoir déchiré une page A4 d'un portrait d'elle et j'avais scotché comme ça au-dessus de mon bureau. À l'époque, fan. Ah ouais, non, mais je suis une grande fan inconditionnelle de Gisèle Halimi. Et d'ailleurs, mon grand regret, c'est d'être arrivée au barreau de Paris juste après qu'elle décède d'ailleurs, donc je ne l'ai jamais rencontrée. Mais elle m'a accompagnée comme ça pendant mes études et durant mon exercice d'avocate à partir de 2013. Et c'est vrai que souvent, quand je ne sais pas vraiment quel choix prendre, ou que ce soit dans le militantisme ou dans un dossier où je me sens mal, je dirais, ou envahie peut-être par du stress, je me dis qu'est-ce que Gisèle aurait fait. Et parfois, c'est pas du tout ce à quoi j'aurais pensé à la base. Je me dis, voilà. Et ça me fait vraiment réfléchir à beaucoup de choses, à des stratégies dans des dossiers. J'aime aussi beaucoup son approche de lier ça a déjà été dit, lier le plaidoyer public avec le volet juridique et finalement de lier ces procès à un débat de l'opinion, puisqu'on sait que c'est l'opinion qui pousse le politique et que le politique n'a jamais pris une avancée pour les droits des femmes seul en se levant un matin. Voilà, c'est pas Macron qui s'est levé le matin en disant tiens, je vais constitutionnaliser l'IVG. Non, c'est les féministes qui l'ont poussé, bien sûr. Absolument, et c'est effectivement une grande marque de fabrique de Gisèle Halimi, c'est de constituer des problèmes politiques et d'utiliser le droit et les procès pour mettre le problème à l'agenda public et que derrière cela se transforme. Qu'est-ce que vous avez appris, Carole Morel, en travaillant sur cette BD, sur le procès de Bobigny? Qu'est-ce qui, y compris, a fait écho à votre histoire? Alors, d'abord, sur le procès de Bobigny, quelles choses vous ont particulièrement marqué? Le procès en lui-même, alors moi je ne connaissais pas tous les tenants et aboutissants, c'est-à-dire que l'histoire de Marie-Claire, alors je ne savais pas que c'était son violeur qui l'avait dénoncé. Il y a voilà, le summum vraiment... Bon. On va rester poli, mais voilà, ça c'est un aspect que j'ignorais complètement. Ensuite, j'ai appris des choses assez intéressantes sur la stratégie de Gisèle Halimi, le fait de, comme s'il y avait une volonté de relier deux mondes, en fait, deux univers. D'un côté, le monde de celles qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les accès, qui n'ont pas le bon carnet d'adresses, avec celui qu'elle connaît et qui lui est familier. Savoir un milieu un peu bourgeois, intellectuel. Qui lui est devenu familier, puisqu'en fait... tout à fait, ouais, puisque je te le disais, c'est une transfuge de classe pour moi, en fait, Gisèle Halimi. Donc du coup, elle relie ces deux mondes-là, elle a le don de le faire, et je trouve ça fabuleux, c'est incroyable. On n'est plus dans la lutte des classes, c'est l'entraide entre classes, en fait, c'est un trait d'union entre deux univers. Et puis, pour te répondre, ce qui a fait écho avec mon parcours, c'est de voir, oui, ces deux femmes... qui évolue du coup dans un monde ouvrier, populaire, qui aurait très bien pu être celui de ma mère, de ma grand-mère. Donc il y a quelque chose d'assez accessible pour moi et de familier même, qui fait que moi je m'y suis beaucoup projetée, assez facilement pour le coup. C'était notre volonté d'ailleurs d'axer vraiment sur Marie-Claire et Michel pour que vraiment on s'approprie l'histoire et le récit plus facilement. Et de voir comment on part d'une dimension qui est de l'ordre de l'intime chez Marie-Claire, est-ce qu'il lui arrive, est-ce qu'elle subit, pour aller vers quelque chose qui les dépasse un peu, vers la dimension du politique, du sociétal et du médiatique, mais de l'ultra-médiatique pour le coup, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez violent à vivre. Moi, je l'ai un peu vécu en 2012 à un moment donné, mais alors vraiment, on va dire, je ne sais pas, un millième de ce qu'elles ont pu vivre, ces femmes. Mais au moment des mariages pour tous, par exemple, où tout d'un coup, vous vivez quelque chose qui est très intime, voilà, il s'agit de votre vie, et puis ça devient un sujet de société, quoi. Les médias s'en emparent, et sur la scène médiatique, on entend des choses pas très agréables, enfin, c'est hyper violent en fait. Moi, je me suis retrouvée en porte-à-faux avec la justice à un moment donné, puisque j'ai été amenée à faire un parcours PMA à l'étranger, à l'époque où c'était interdit, et la loi n'était pas encore votée en France en fait. Donc c'est pareil en fait, c'est très bizarre de se retrouver dans le camp en fait de ceux qui ne font pas bien tout comme il faut, quoi. Voilà. Je me suis reconnue vraiment
dans leur cas de figure. Même si on parle de désir d'enfant, dans mon cas, et pas de mon désir, mais voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de son corps, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, de ses gamètes. Voilà, encore une fois, les choses se rejoignent. J'ai trouvé qu'il y avait un parallèle en fait entre les deux. Quoi. Et une forme d'universalisme dans les combats à mener pour les femmes, toutes les femmes, et surtout ces enjeux sur Michel et Marie-Claire, c'est très juste. Je cherchais dans le livre que vous citez beaucoup, Violaine de Philippi, dans Classé sans suite, donc j'ai mis les deux ouvrages-là qui sont à la librairie. Vous citez beaucoup cet ouvrage-là qui est donc Une farouche liberté, qui est un entretien entre Gisèle Halimi et Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, où elle parle de Michel, donc la mère de Marie-Claire, où elle dit finalement, sans elle, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, et elle était d'une intégrité et d'un soutien incroyable. J'ai plus les mots exacts, j'aurais voulu les retrouver, mais je les ai plus. Vous la citez beaucoup, Gisèle Halimi. Qu'est-ce qu'elle apporte dans votre... vous nous avez dit que vous l'aviez découverte adolescente. Qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle infuse dans votre pratique ? Pour la petite anecdote d'ailleurs sur le livre Une farouche liberté, il y a beaucoup de passages qui sont inspirés de La cause des femmes, qui est un ouvrage, alors je ne sais plus si fin des années 70 ou début des années 80, mais La cause des femmes, donc un livre de Gisèle Halimi, et le parallèle entre les deux est assez intéressant, parce que ce qui est réécrit, donc qui sort juste après son décès, Une farouche liberté, on retrouve vraiment les mamines, parfois certains extraits aussi, donc c'est pour dire que malheureusement finalement les choses ont évolué pas assez vite, qui fait qu'on retrouve vraiment des passages avec ces combats, et c'est hyper contemporain, alors que ça avait déjà été écrit du coup 40 ans avant. Oui, je la cite beaucoup dans mon livre, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Qu'est-ce qu'elle apporte dans mon combat ? Je pense l'inspiration. Essentielle, parce que c'est vrai qu'en tant que... Bon, maintenant j'ai 10 ans de barreau, mais en tant que jeune avocate, on n'avait pas, et on n'a toujours d'ailleurs pas en tant qu'avocate, beaucoup de figures publiques qui peuvent nous insuffler finalement cette force, cette demande presque aussi à la jeune génération qu'elle fait à la fin de son livre de continuer. Elle dit même d'ailleurs qu'elle est déçue à la fin de son ouvrage. Et donc, il y en a, hein, il y a évidemment des avocats, je pense notamment à Isabelle Steyer, qui est une consoeur qui a bien 30 ans de barreau et qui est formidable et qui lutte pour les droits des femmes depuis des décennies déjà, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que la figure de Gisèle Halimi, que ce soit à travers de mon livre ou à travers finalement de mon exercice, elle est très présente dans mon esprit, parce que je trouve que c'était une femme qui était extrêmement combative, et je trouve qu'elle avait une forme de sagesse, c'est-à-dire qu'elle était très percutante, mais elle arrivait à se défaire, finalement, à anticiper des critiques qu'on nous fait souvent, à savoir les hystériques, les vindicatives, parce qu'en fait elle pose quand elle parle, on l'écoute, cette aura, finalement presque cette objectivité dans la subjectivité, c'est-à-dire que tout est extrêmement prouvé, chiffré quand elle parle, donc cette façon de s'exprimer, et d'ailleurs par contre, je veux dire, ça c'est l'anecdote, je trouve aussi qu'elle a... Vous dites que c'est effectivement une transfuge de classe, c'est vrai, et elle mime les codes de la bourgeoisie intellectuelle vraiment très bien avec cette façon de parler assez lente et voilà, donc finalement c'est aussi s'insérer, je trouve qu'elle est l'exemple de s'insérer dans un système en étant un virus, en jouant avec les codes du système pour le faire péter, et je trouve ça assez passionnant. Magistral. Violaine de Philippi, votre spécialité, vous l'avez dit, c'est notamment les violences faites aux femmes, pour lesquelles vous plaidez tous les jours. Vous êtes par ailleurs militante, vous avez une chronique dans l'Humanité sur cette question, sur ce combat. Qu'est-ce que ça... pardon, je commence à être... Gisèle Halimi, son arme, c'était le droit. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a un peu parlé ce matin, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler sur l'effectivité du droit, oui, plus que sur la création de droit? Oui, surtout qu'on est très fort pour empiler les normes dans notre pays. Il y a même un rapport il y a quelques années qui disait que même les professionnels du droit, c'était pas très intelligible pour eux. Donc, et c'est vrai, hein, c'est qu'on empile les normes. Peut-être qu'on fait la loi trop vite aussi, paradoxalement, même si c'est jamais assez vite par rapport aux besoins urgents de terrain, notamment des droits des femmes. Vous voulez dire sans assez de concertation ou sans assez de travail législatif? Oui, je pense notamment à l'arrêt menstruel qui, selon moi, est pensé de manière à mettre un espèce de pansement sur un problème de fond.
Parce qu'à mon sens, on aurait dû s'interroger sur les conditions de travail, c'est-à-dire des jours de carence pour tout le monde. Il y a les jours de carence qui vont bientôt être doublés a priori, enfin c'est dans les tuyaux. Alors qu'en réalité, si on supprimait les jours de carence, et je veux dire l'argent, c'est des vases communicants, on le trouve, l'impôt sur les sociétés a baissé de 8 points depuis 2016, passant de 33 à 25% pour les grosses boîtes, pas pour les TPE. Donc nous dire que c'est infinançable, c'est faux. Et là où je veux en venir, c'est que, on dérive un peu du sujet, mais c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que l'arrêt menstruel, dire qu'il faut prendre en compte la douleur des femmes, oui, c'est vrai, mais en fait, en créant un congé, on dit souvent comme si on était en vacances, un arrêt spécifique pour les femmes, on risque d'augmenter le risque de discrimination au travail, alors que la solution pour couper court à ces problématiques, ça aurait été de supprimer les jours de carence pour tous les salariés, femmes et hommes. Comme ça, en fait, quand une femme a ses règles, si elle veut s'arrêter, elle va voir son médecin, elle est arrêtée, elle est indemnisée dès le premier jour, sans avoir à se justifier de la raison de son arrêt auprès de son employeur. Et là, en créant un arrêt spécifique, ça crée des vraies problématiques de discrimination, même si la philosophie qui est de s'interroger sur cette douleur est bonne. Donc en gros, tout ça pour dire, on fait des lois, effectivement, on fait des lois, puis on fait pas forcément les bonnes lois. Et ce que je dis souvent, c'est que effectivement, on est sur le passage à l'effectivité, c'est-à-dire que 20e siècle, on s'est battu pour avoir nos droits, parce qu'on n'avait pas de droits, au XXe siècle, le code civil de Napoléon, qui est très connu dans votre ville, voilà, était ultra misogyne. Enfin, je veux dire, c'était Vous n'aviez pas de portrait de Napoléon dans votre chambre, non, effectivement, à côté de Gisèle Halimi. Et d'ailleurs, quand on étudie le code civil en histoire du droit, jamais on nous dit que Napoléon était un misogyne. Alors que quand même, on n'avait aucun droit. L'homme était le chef de famille. Jusqu'en 1975, il y avait un article dans le code pénal qui disait qu'en cas de flagrant délit d'adultère au domicile conjugal, le conjoint marié pouvait être excusé en justice de tuer la femme et le complice. Bon, évidemment, l'inverse n'était pas vrai, donc si vous tuez un homme, ça ne marchait pas. Donc en fait, on avait un droit ultra misogyne. Les féministes se sont battues pour le faire changer, ce droit. Et tournant dans les années 2000, où finalement le législateur va s'inquiéter de faire appliquer l'égalité qu'on a gagnée au XXe siècle. Et là, on voit qu'on rame, et le combat pour l'effectivité est très compliqué aussi, puisqu'on a des textes qui ne sont pas appliqués. Et je dirais que ce tournant, il se fait vers 2005, parce que les dernières lois pour l'égalité en texte, c'est, je crois, je cite souvent celle du début des années 2000, en 2004, qui permet aux femmes de transmettre leur nom à leur enfant. Et jusqu'en 2004, donc, c'était pas possible, et donc c'est hier, 2004. Et après, finalement, ça qui marque quand même la fin, je dirais, de l'acquisition théorique, on passe sur ce combat d'effectivité. Donc, c'est comment est-ce que quand une femme vient déposer plainte pour agression, on lui classe pas son dossier sans suite, parce que sinon c'est comme si la loi n'existait pas. Comment est-ce qu'on fait pour enlever les écarts de rémunération, puisque c'est bien beau de nous dire qu'on est égal au travail, mais si on gagne toujours moins et qu'il y a un plafond de verre, dans les faits c'est pareil, ça marche pas. Comment est-ce qu'on fait pour entamer finalement une réflexion sur pourquoi est-ce que les enfants continuent d'avoir dans 85% seulement le nom du père? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire à l'état civil de proposer automatiquement les deux à la naissance par défaut, en laissant le choix bien sûr, mais pourquoi pas faire comme ça? Donc c'est s'interroger sur comment finalement on pousse la société à appliquer les droits. Et ça c'est vraiment compliqué, et on le voit notamment dans le cadre des enquêtes pour violence. Même si théoriquement on n'a pas le droit d'être violé, on va déposer plainte pour viol, et on n'a pas du tout de certitude légale qu'il y ait des actes d'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui pour les parquets à dire automatiser l'audition de l'homme accusé, une enquête d'environnement des proches, la saisie des téléphones portables. Il faudrait que ce soit rendu obligatoire par la loi. Sauf que ça, demain, s'il y a une proposition de loi pour ça, et je l'espère un jour, je pense que le syndicat des magistrats va hurler, puisqu'en fait, qui aujourd'hui décide ça? Du coup, c'est les magistrats, là en l'occurrence le parquet. Donc on rogne sur leur liberté d'appréciation, et donc évidemment, ils vont dire qu'ils n'ont pas assez de budget. Ça, c'est vrai, il n'y a pas assez de budget pour enquêter comme il faut dans toutes les enquêtes. Mais bon, il faut trouver des solutions. Voilà. Il faut trouver des solutions, et en même temps, mais c'est très bien décrit dans votre livre. Effectivement, moi j'ai plein de choses dans la tête, mais bon, on va pas rouvrir encore d'autres portes, mais on l'a bien vu, il y a une position idéologique aussi très forte. On l'a bien vu sur le débat à l'échelle de l'Union européenne sur cette question et sur le positionnement du gouvernement français qui a fait bloquer une législation qui aurait pu être tout à fait, beaucoup plus favorable pour les femmes en matière de condamnation en cas de viol. Aujourd'hui, c'est 1%, je crois, les condamnations. 1% des viols déclarés aboutissent à une condamnation. Et quand il y a un dépôt de plainte, c'est à peu près les chiffres, ça dépend des années, on n'a pas vraiment beaucoup de données, mais c'est 16%, la donnée que j'avais lue, 16% sur les plaintes pour viol. Maintenant, il y a un rapport très intéressant qui est sorti cette semaine sur les classements sans suite, et on voit qu'en gros, les stats
sont assez stagnes. En violence conjugale, il y a une petite baisse, qui est notamment due aux mesures de ces dernières années, mais elle est vraiment pas flagrante la baisse. C'est-à-dire qu'on reste au-dessus d'un taux de plus de 75% des plaintes classées sans suite. Donc bon, on peut pas s'en féliciter, même si c'est une petite baisse. Et puis pour les violences sexuelles, on est sur des taux au-dessus de 85%, je crois. Donc le taux général que je donne souvent, c'est 80% en englobant toutes les violences faites aux femmes, aboutissent à un classement sans suite. Ça ne veut pas dire que l'homme concerné n'était pas coupable, ça veut souvent dire qu'on n'a pas cherché les preuves. Et c'est ce qu'on appelle classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc ça ne veut pas du tout dire que l'homme concerné n'a pas commis les faits. Ça veut dire que l'enquête n'a pas été suffisamment. Souvent dans les médias, on entend dire non mais ça a été mon client, ça a été classé sans suite, il est innocent. Non. Absolument, et merci pour ce rappel. Carole Morel, est-ce que ça vous a donné envie de recommencer, de refaire des BD sur d'autres procès médiatiques, d'autres actions de Gisèle Halimi qui nous servent toutes aujourd'hui? Que oui. Je peux pas en parler davantage en fait. Ah non, c'est trop frustrant. Ouais. Ah non, il est 17h14, on doit bientôt finir, il faut absolument que vous nous disiez quelque chose. Oui, un indice. Non mais enfin... On dira rien, c'est promis. Bon, on promet ou pas? On dira rien. Non mais ça... Attends, j'ai un micro et tout, il y a des gens... Non mais on fait le micro, c'est pas grave. Non mais effectivement, enfin, quand voilà, on étudie... Il y a la question du viol qui est posée dans le procès Bobigny, qui est centrale, et voilà, donc voilà, j'en dirai pas plus, mais... Peut-être un rapport avec ex... Voilà, ouais, c'est ça. Okay. Bah, y a une logique de toute façon, hein, même dans la stratégie de Gisèle Halimi, et tout se tient, quoi, quand on va voir son travail. Enfin, moi je connaissais pas, tu vois, je suis une novice un petit peu, et je trouve ça, mais c'est merveilleux de voir toute cette logique, en fait, avec le recul qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable. Je ne sais pas si elle avait tout prémédité, en fait, au niveau des étapes, mais je pense que pour Bobigny, elle s'était dit peut-être qu'elle ne pouvait pas traiter les deux. C'était vraiment la question de l'IVG qui était centrale. Mais le viol était déjà présent, quoi. Peut-être Aix-en-Provence 1978 à venir prochainement. Bon, il faut vous suivre sur vos réseaux sociaux, si on veut en savoir plus. Bien sûr. Bon, très bien. Et ben voilà, donc il faut suivre Carole Morel sur ses réseaux sociaux. Le suspense est vraiment insoutenable, mais on a hâte de vous lire en tout cas et de vous voir. Violette de Philippe Piava, c'est quoi vos actualités? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Les réseaux sociaux aussi, alors pas trop Twitter, enfin maintenant ça s'appelle X, c'est bizarre d'ailleurs d'avoir appelé ça comme ça, mais donc on va pas se demander, c'est Elon Musk. Oui, ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que les militantes, vous savez, sont très harcelées sur Twitter, donc plutôt sur Instagram, à mon nom. Et là en ce moment, je travaille beaucoup sur la pratique de harcèlement. Donc / cyberharcèlement, notamment pour une militante que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mathilde, qui est artiste chanteuse, qui est victime d'un groupe de plus de 3600 personnes sur Facebook, dont l'activité unique du groupe, c'est de la harceler tous les jours. Donc ils regardent à quelle heure elle poste, si elle n'est pas réveillée, c'est des insultes grossophobes, ils font des montages avec sa tête, ils la menacent, etc. Et alors, je veux dire, là où on voit à quel point certaines personnes nagent dans l'impunité, c'est qu'à droite du groupe, en description, c'est marqué « Groupe conforme à la satire conformément au code de la propriété intellectuelle ». Je vous jure que c'est vrai. Donc ils pensent être dans leur bon droit. Donc là, j'ai cette affaire en cours qui, je l'espère, permettra de relever les adresses IP, c'est-à-dire d'avoir les identités des membres de ce groupe, au moins une centaine, mais c'est pas dit, hein, parce qu'on parlait du manque de moyens dans la justice. Donc là, on s'interroge sur comment financer un détective privé pour récupérer les IP à la place de l'État. Mais c'est pas la première fois où ça arrive dans les dossiers. Hein. Je me rappelle d'un dossier pour viol, il y a 2 ans, où j'ai essayé moi-même de restaurer le portable de la femme concernée, parce que la police avait classé sans faire une restauration, une tentative en tout cas des portables. Non seulement ça, mais en plus, ils avaient classé au dossier, ils avaient mis des captures d'écran des proches de l'accusé comme une espèce de, au dossier comme une espèce de preuve suffisante, voilà. Alors qu'en réalité, s'ils avaient saisi tous les téléphones, je veux dire, ils auraient... Comment on peut se contenter de captures d'écran fournies par des proches de la partie adverse? Ça n'a aucun sens. Donc ça pour dire encore d'autres exemples que c'est mal fait. Donc oui, il y a l'affaire de Mathilde, et je commence à travailler sur les problématiques en Afghanistan, avec notamment des femmes d'une association à Villefranche-sur-Saône, là d'où je viens, que j'ai rencontrées, qui sont pour l'une d'entre elles réfugiées politiques,
Voilà, on réfléchit à travailler là-dessus, puisqu'en ce moment il y a une enquête ouverte à la Cour pénale internationale. C'est deux des choses que je fais en l'occurrence. Ah oui, je monte un collectif avec des consoeurs engagées, d'avocates, pour entamer des procès chaque année, procès justement qui porteraient un intérêt pour les droits des femmes spécifiques et qui permettraient de mettre en lumière des problématiques, entre autres. Voilà. Parfait. Eh bien, je crois que voilà, vous êtes une dizaine